rappelles Il était une fois? A, B, C pour un amour sincère. On n'avait pas dit qu'on arrêtait le gag du malentendu. Là, fallait le faire. Ils l'attendaient tous au tournant. Si on l'avait pas fait, ils nous en auraient voulu. Et maintenant que cette formalité est accomplie, est-ce que tu te rappelles de cette série de séries intitulée Il était une fois quelque chose? Ça, c'est incontestablement pas ma génération. Et pourtant, les séries les plus récentes datent d'après 90. Il y en a même une d'après 2000. Oui, bon, celle-là on y reviendra, elle est complètement à part. Restons sur le concept en général. Nous devons chacune de ces séries à Albert Barillet. Toutes sont bâties sur le même modèle, des anecdotes jouées par des personnages récurrents permettant de donner une information sur un sujet donné. Le tout étant rythmé par la superbe musique de Michel Legrand. Le Michel Legrand, celui des films de Jacques Demy. Les marins sont bien plus marrants que tous les forains réunis. Les marins font de mauvais maris. Mais les marins font de bons amants. Marin, ami, amant ou mari, les marins sont toujours absents. Il s'agit de faire des dessins animés purement éducatifs qui permettent aux petits spectateurs d'intégrer de manière ludique les détails de leurs leçons d'histoire, de géographie, de biologie, de sciences. Tout ça à partir d'une fraise. Ouais, bon, je veux bien croire que les programmes scolaires ont été simplifiés ces dernières décennies, mais j'arrive pas à croire qu'il y a eu une époque où on étudiait les ribosomes et la structure de la rétine en CE1. Voilà, ces séries ont tout de même un problème pour ce qui est de remplir leur fonction pédagogique. D'une part, elles ne choisissent pas nécessairement avec pertinence les informations à mettre et celles à écarter. D'autre part, elles n'expliquent pas non plus vraiment ces informations, trop soucieuses d'en caser le plus possible dans 20 minutes d'épisode. Ce qui fait qu'en général, pour comprendre de quoi on parle, il faut déjà le connaître. On a ce problème dans Il était une fois l'homme, dans Il était une fois la vie, ça commence à s'atténuer dans Il était une fois les Amériques. Mais il faudra attendre Il était une fois les découvreurs pour avoir des épisodes qui vous apprennent vraiment quelque chose en vous l'expliquant bien. Il faut dire que la structure biographie d'un homme célèbre est plus propice à la synthèse et à l'exposition. Donc elles sont pas éducatives du tout en fait. Disons plutôt qu'elles ne doivent pas être utilisées seules, au même titre qu'une bonne hygiène de vie ne dispense pas de prendre des médicaments quand on est malade. Ces séries doivent servir à réviser des connaissances déjà acquises, pas à les apprendre. Les personnages choisis pour donner vie aux anecdotes racontées sont des figures génériques. Pierre, Pierrette, leurs enfants Pierrot et Petite Pierrette, le gros, son fils le petit gros, un vieux sage nommé Maestro et deux personnages de méchants, le Teigneux et le Nabot, dont la ressemblance avec Nicolas Sarkozy, tout à fait fortuite, a été relevée un peu partout. Après Il était une fois l'espace, une blague indo-portoricaine polynésienne Dieu sait quoi surnommée Psy, viendra se mêler à la troupe. Pas plus de personnalité que n'en laisse entendre leur nom, vu que non seulement ils doivent jouer différents rôles à différentes époques dans différents milieux, dans différents organismes, mais en plus ils doivent ressembler suffisamment à Monsieur Tout-le-Monde pour signifier aux petits spectateurs que ça pourrait très bien être lui là à leur place. Ce sont en gros juste des comédiens qui se voient confier des rôles dans des récits porteurs d'infos. Enfin, ils sont sans personnalité, sauf Maestro. Dans toutes les continuités, en plus de jouer son rôle de détenteur du savoir qui transmet ses connaissances à la jeune génération, il sera le même vieux sage un peu distrait et un peu sadique qui sort et range dans sa barbe des objets tous plus improbables les uns que les autres. D'ailleurs, à toutes les époques dans les objets en question, il y aura une télévision. À la question que vous vous posez tous, à savoir, Je me demande comment il est sous sa barbe. la réponse est « ça dépend ». Maestro contribuera à une amélioration structurelle du concept qui n'est sans doute pas pour rien dans le gain de qualité pédagogique des séries de 90. En effet, dans Il était une fois l'homme et Il était une fois la vie, les épisodes sont plutôt une succession d'anecdotes reliées par une vague thématique sans début ni milieu ni fin. La narration, assurée par Roger Carrel qui double aussi beaucoup de personnages dont Pierre et Maestro, sort de nulle part et il faut attendre le dernier épisode de la série pour savoir quel était le personnage qui expliquait tout ça, à qui et pourquoi. À partir de Il était une fois les Amériques, la situation est mise en scène. C'est Maestro qui raconte ses histoires à des versions enfants de la troupe d'acteurs qui les jouent, et ce exactement dans le but auquel elles sont destinées, pour leur apprendre des choses. Ce qui oblige d'une part à faire une intro et une conclusion à l'épisode et à nommer une problématique, et ça c'est pas mal quand on ne sait pas trier les infos à donner et celles à passer sous silence. Ensuite, ça permet de donner des liens de cause à effet entre chaque anecdote citée par le biais du public de Maestro, qui lui pose des questions et oriente ainsi son récit. Mais avant d'en arriver aux séries de 90, il faut quand même parler des premières séries. Et il y a une chose qu'on n'a pas précisée, parmi ces séries, on en a une qui n'est pas une série pédagogique. Et oui, la deuxième en date, Il était une fois l'espace. C'est une vraie série de science-fiction, bien qu'on ait profité de l'occasion pour glisser quelques infos d'astronomie dans les épisodes, le but est juste de raconter une belle histoire du futur, de conquête d'espace, de guerre interstellaire, d'enjeux sociopolitiques complexes, de colonisation. Et de mysticisme. On y reviendra. Parlons d'abord d'Il était une fois l'homme.
De toutes, c'est celle qui a été le moins oubliée. On la trouve facilement en DVD, on la diffuse encore et je pense qu'on l'utilise encore dans les classes. Je confirme. Tout le monde se souvient de son générique traumatisant. Il ne ment pas sur le contenu. Ça raconte l'histoire de la Terre, de sa formation par accrétion à l'apocalypse ou presque apocalypse. Apocalypse, bien sûr, dû à la folie des hommes. À chaque époque décrite, la bande à Pierre vivra une aventure qui permettra de montrer les caractéristiques de la civilisation dans laquelle ils évoluent. Maestro créera des inventions qui ne marcheront jamais, histoire de montrer l'état d'avancement technologique de l'époque, et si jamais il est trop en avance sur son temps, le dateur l'engueulera. Oui, parce que le dateur est un personnage, même qu'il parle. Un jour, vous verrez, ils ressembleront à ceci. Eh, attends, pas si Oui, bien sûr. 1504, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Pierrot inventera lui aussi, et ses inventions marcheront toujours, par contre, elles seront toujours très mal reçues par son entourage. Pauvre Pierrot. Cette série était extrêmement bien documentée. C'est la première, par exemple, qui dira que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon étaient contemporains. On relèvera aussi que la série garde la neutralité de l'historien. Dans chaque grande guerre décrite, on s'arrange pour qu'il y ait un Pierre et un Gros dans chaque camp. L'idéal étant bien sûr qu'ils se rencontrent. Ouais, mais à côté de ça, la série nous vend quand même des épisodes bibliques comme étant des événements historiques. Et réitérera son méfait dans Il était une fois les découvreurs. J'avoue que c'est un peu bizarre pour une série qui se veut à ce point rigoureuse et objective. Mais sinon, puisqu'on parle de religion, Mahomet n'est représenté que de dos. C'est plus d'efforts que n'en fera plus tard South Park. L'essentiel de la série, c'est des anecdotes vécues par la bande à Pierre. Les événements historiques, on passe très rapidement dessus quand on ne se contente pas juste de les évoquer. L'épisode de la Révolution française, par exemple, est totalement incompréhensible si on n'est pas déjà un expert de la période. Et quand je dis un expert, je veux vraiment dire un expert. Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort. Et la terreur s'installe, monotone. Liberté, que de crimes commet en ton nom. Encore un instant, monsieur le bourreau, vous êtes bien pressé. Oh mon Dieu, qu'il est laid! Tais-toi, ce n'est pas le moment de me le reprocher. Je ne le serai plus pour longtemps. Tu vois, ce qui m'ennuie, c'est de mourir 6 semaines avant Robespierre. C'est ce que je dis, ça sert pas à apprendre, ça sert à réviser. En voyant mise en scène les informations abstraites qu'on a lues dans son résumé d'histoire, on les retient plus facilement. Voir des personnages vivre ce que la prof nous a décrit aide à intégrer la réalité des choses. De fait, à la fin de la série, on découvre que tout était raconté par un prof, joué évidemment par... Pierre. Cette vision du futur a pu vous sembler bien pessimiste, mais voilà peut-être la façon dont demain il faudra raconter notre... On découvre aussi que le but du récit était de convaincre ces jeunes étudiants que l'humanité a une responsabilité vis-à-vis de sa planète et doit apprendre de son histoire. C'est bien la conclusion à tirer d'une série sur l'histoire, oui. C'était une bonne conclusion. Et on avait exploité le sujet à fond. Donc, dans la bonne tradition des dessins animés, on a fait une suite. Dans l'espace! Alors, je sais pas si le but c'était de faire une suite à Il était une fois l'homme de la seule manière possible, c'est-à-dire en faisant de la science-fiction, ou si ça frustrait juste Albert Barrier d'avoir créé des personnages sans vraiment leur faire vivre leur propre aventure dans une histoire où ils jouent leur propre rôle. Mais le résultat, c'est qu'il a fait une série de science-fiction, sans but pédagogique, de la science-fiction pure et dure, et que le plus surprenant est que, même si elle a quelques défauts, cette série est assez bonne sur le plan narratif. Déjà, en tant que série de science-fiction, elle est précurseur sur quelques points. Entre autres, le fait que Pierrette soit présidente de la galaxie, c'est inhabituel pour l'époque. À côté de ça, la série s'appuie quand même sur pas mal de références. Les héros portent les mêmes uniformes que Valérian et Ulysse 31, et Omega fait penser à Point Central. Métro, l'androïde de compagnie de Maestro, a un cerveau positronique comme chez Asimov. Goldorak fait un caméo, encore que c'est son adversaire qui lance les fulgures au point. Je soupçonne qu'il y ait pas mal d'autres références, mais n'étant pas une grande lectrice de science-fiction, j'ai pas pu les relever. C'est une série semi à suivre et ça a les qualités et les défauts des séries semi à suivre. Il y a un fil rouge assez bien fichu, mais dont le traitement est sans doute un peu déséquilibré, puisqu'on l'introduit dans l'épisode pilote, puis on enchaîne sur un nombre conséquent d'épisodes filler qui résoudront pas le cliffhanger du premier, puis on se remettra à l'évoquer progressivement jusqu'à y revenir tout doucement. Et au moment où l'histoire deviendra vraiment intéressante, on l'achèvera par une fin vraiment pourrie que je vous spoilerai pas, mais qui m'a d'autant plus énervé que l'intrigue d'avant était franchement captivante et intelligente. Quant aux épisodes filler, des fois c'est super, des fois c'est bien, des fois c'est chiant, des fois c'est bizarre, des fois ça aurait mérité d'être plus qu'un seul épisode filler. Souvent il arrive que ce soit surtout un épisode d'ambiance à la Valérian et Laureline la BD. Héros arrive sur planète, héros visite planète, héros découvre problème sur planète, héros se sauve, ils résolvent rarement, très rarement le problème.
L'enjeu est vraiment juste de passer un épisode dans une ambiance particulière. Oui, mais le problème avec cet enjeu, c'est que les circonstances de sa mise en place n'ont pas forcément été réfléchies. Albert Barrier voulait faire un épisode dans une ambiance Inca, alors il fait arriver les héros sur une planète d'Inca. Il voulait faire une ambiance de mythologie grecque, il les fait arriver sur une planète de mythologie grecque. Il se pose pas la question de comment justifier ça par rapport au fait que c'est pas le passé, que c'est pas la Terre mais une autre planète. Pourquoi il y a des humains sur cette planète? Et par quel hasard ils ont reproduit une civilisation ayant déjà existé sur Terre? C'était faisable. Stargate SG-1 le fait en parlant d'humains déportés depuis la Terre et empêchés d'évoluer depuis. Mais Albert Barrier n'a pas vu la nécessité de donner une justification. Et même, il joue de la confusion entre époque et planète en faisant provoquer par les héros des événements dont on sait qu'ils se sont effectivement produits dans l'histoire dont tout ça est inspiré. Il y a un épisode d'Ulysse 31 qui fait ça aussi. Oui, mais dans Ulysse 31, les personnages se posent la question de s'ils ont voyagé dans le temps ou s'ils assistent juste à une situation similaire à ce qui s'est passé sur Terre. Bref, cette série est inégale, on sait pas vraiment pour quel public elle est. Elle est moitié trop sérieuse, moitié trop puérile. En même temps, c'est un univers bien construit, mais les personnages s'appellent Colonel Pierre, Commandant Le Gros, d'autant plus bizarre qu'il n'est pas gros dans cette série-là, et Général Le Teigneux. On pouvait pas vraiment faire du sérieux pur et dur, et il n'était pas question de donner de vrais noms à tout ce beau monde. Ce serait comme de révéler le prénom de Jones dans 13. Ah, oui, c'est vrai. C'est inégal aussi parce que la série fait un peu ce qu'elle veut avec la cohérence scientifique. Enfin, plus exactement, elle est très flexible avec ses propres exigences d'exactitude scientifique. Je veux dire par là que si la série s'emploie à être le plus crédible possible du point de vue de l'astronomie et des perspectives sur la technologie liée à l'espace, pour presque tout le reste, c'est zéro. Outre la susmentionnée confusion entre planète et époque, on a du gradisme voire du skyisme à tire-larigot, bon ça encore ça peut passer, et on ne compte plus les scènes où les héros se posent sur des planètes soi-disant désertes et continuent en pleine forêt de brailler qu'ils n'aperçoivent aucune forme de vie. Il n'y a pas d'autre chemin pour descendre vers la vallée. C'est en raison de cette faille qu'aucun être vivant n'a pu parvenir jusqu'ici. Qu'aucun être vivant n'a pu parvenir jusqu'ici. Et les plantes du con, c'est pour les chiens? Tu le sais bien, il ne supporte pas qu'on abatte les arbres. Bon ok, c'est pour les chiens. De toute façon, c'est pas la question. La question, c'est qu'on peut se demander du coup quel était l'intérêt de mettre des assertions 100% justes sur l'astrophysique, genre pour dire que c'est le monde réel et tout, et faire dire ces assertions par un personnage moitié magique qui vient de l'Atlantide et qui a des visions de fantômes de Jedi. Aie confiance, les forces du mal ne sauraient triompher. C'est une question qu'on peut se poser, comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace, et c'est une question à laquelle on peut trouver des réponses, mais il n'empêche que cette série échoue à nous faire rêver sur le futur lorsqu'il est clairement montré que ça ne pourrait pas être notre futur à nous, et c'est d'autant plus difficile à digérer que, même si elle n'a pas vocation à être éducative, cette série se veut cultiver. Elle insère tout le temps un tas de références culturelles aux moments les plus improbables. Les Horaces et les Curiaces, est-ce que vous connaissez? À côté de ça, certains dialogues ont parfois 20 calembours à la seconde, et pas des calembours les plus fins. Je sens que je vais me mettre en boule. On s'en fait une tranche, mon grand? Alors je l'ai découpé en rondelles comme un saucisson et ça l'a mis en colère. Je suis invincible, voyez-vous. Mais c'est quand même une série qui ne prend pas ses spectateurs pour des cons. Des thèmes profonds sont abordés. L'intelligence artificielle, la valeur de l'humanité, les bienfaits du progrès. On est en droit de contester la thèse comme quoi la situation idéale c'est que toutes les créatures pensantes finissent par verser dans le mysticisme. Mais en tout cas, le message optimiste est là. On est dans un futur utopique, une vision optimiste qui considère que le progrès de la civilisation et l'évolution de l'intelligence ne peut amener qu'au bonheur. Au passage, c'est dans cette série qu'apparaissent une bonne partie des thèmes musicaux qui seront repris par toutes les autres séries. Sinon, plus de musique classique avant l'épisode cette fois. Cette série ouvre la porte à une longue tradition de génériques qui serait plus à leur place dans un film de Jacques Demy que comme générique. L'infini des prairies bleues du ciel découvert comme un grand livre ouvert et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace. Pitié, le chanteur, on dirait Dave. Comment tu connais Dave, toi? Je le connais pas, mais on dirait vraiment Dave. Cette série introduit deux nouveaux personnages dans la bande à Pierre. Déjà, la partenaire de Pierrot que nous avions déjà évoquée. Son prénom c'est Mercedes, mais tout le monde l'appelle Psy parce qu'elle est télépathe. Et la version robot que Maestro a fait de lui-même, Metro. Contrairement à Psy qui devient un personnage récurrent de toutes les autres séries, Metro ne réapparaîtra que dans la série suivante, Il était une fois la vie. Ah, Il était une fois la vie. Parlons-en d'Il était une fois la vie. Ah,
allez, tu t'en es toujours pas remis, c'était quand même pas si affreux. Bah, je passerai sur les inexactitudes scientifiques qui sont dues en partie à des idées erronées qu'on avait effectivement à l'époque, de même que je passerai par exemple le manichéisme sur les soi-disant bonnes et mauvaises bactéries parce qu'il est dû à une volonté légitime de simplification, mais sur le plan pédagogique je suis très franchement dubitatif. Oh allez, tu trouves pas qu'il vaut mieux savoir que l'ADN c'est des petits bonshommes qui se donnent la main plutôt que de ne rien savoir sur l'ADN du tout? Si, c'est sûr, mais même ce parti pris, tu vois, il est mal maîtrisé. Ils savent que l'ARN c'est pas la même chose que l'ADN, ils savent quel est l'intérêt de l'ARN. Tout ça, ils le disent fugitivement. Pourtant, ça n'aurait pas été difficile, je sais pas, de faire l'ARN dans une couleur différente. Toujours les bonshommes qui se donnent la main, mais bleu au lieu de jaune. Ça n'aurait pas non plus été difficile de mettre en scène l'intérêt de l'ARN plutôt que de simplement faire dire la chose à Maestro d'une façon compréhensible uniquement par quelqu'un qui sait déjà. Et tout est comme ça. La série est bourrée de private jokes très pointus sur les mécanismes biologiques, compréhensibles uniquement par des biologistes. Il m'est arrivé de trouver la référence fuitée à titre personnel, mais de ne pas voir l'intérêt pour des enfants. Donc ça sert à réviser, comme il était une fois l'homme. Non, ce sont des choses que personne n'apprend avant la fin du collège et encore moins à l'époque. Je ne sais sincèrement pas ce qu'on peut retenir de cette série quand on n'y connaît rien. Les notions ne sont évoquées que très brièvement pour servir de prétexte à des animations sans portée pédagogique impliquant les personnages d'Il était une fois l'espace, qui sont presque tous dans le sang. Quel que soit l'épisode, si c'est pas un épisode de santé publique, peu importe le titre, l'épisode sera presque uniquement sur le sang. Bah, c'est le fil rouge. Le fait est qu'on se retrouve avec pratiquement 26 épisodes dont le propos principal est les palabres de 3 globules rouges sur fond d'infection par une bactérie ou un virus. C'est l'épisode du corps fait série. La bactérie est presque toujours la même, le teigneux, et le virus est presque toujours le même, le nabo. Bah, donc on apprend au moins ça, c'est le plus important pour des enfants qui s'intéressent à leur santé. Et puis voir le sang dans le contexte de différents organes permet d'enseigner quelques vagues notions d'homéostasie. Comment tu connais la notion d'homéostasie, toi? Je connais pas, mais la série donne vraiment des notions d'homéostasie. Peut-être bien, et ça me conviendrait parfaitement si la série ne commettait pas l'hérésie de retirer toute vertu explicative à la biologie. Comment ça? Bah, qu'est-ce qui est intéressant dans la biologie? Va te faire foutre. Fondamentalement, la biologie, en tout cas les domaines de la biologie qui sont abordés dans Il était une fois la vie, c'est-à-dire en gros la physiologie, la biologie cellulaire et la biologie moléculaire, c'est la science qui cherche à expliquer comment il est possible que les propriétés de ce qu'on définit comme vivant ne soient que la manifestation à grande échelle d'interactions entre molécules, tout ce qu'il y a de moins vivant. Camoulox? La théorie de l'évolution explique ce qui a permis la mise en place, la persistance et le changement au fil du temps de ces mécanismes, c'est en cela que c'est la théorie unificatrice de la biologie. Mais ce qu'il faut mettre en valeur pour faire de la biologie autre chose qu'une liste de termes techniques à apprendre par cœur, c'est bien la notion que le constituant de base du vivant n'est pas vivant. Tu m'expliques comment tu fais ça quand tout dans ta série est vivant? Les cellules, quand elles ne sont pas des lieux ou des briques sur les parois des vaisseaux sanguins, ont des yeux, une bouche et un cerveau et coordonnent leurs actions grâce à leurs yeux, leur bouche et leur cerveau. Les protéines ont des yeux, une bouche et un cerveau. Les lipides ont des yeux, une bouche et un cerveau. Les glucides ont des yeux, une bouche et un cerveau. Le dioxygène a des yeux, une bouche et un cerveau. Ça va, on a compris. Même les photons! Alors, mon cerveau, il a des yeux? En quelque sorte. Comment tu veux mettre en valeur le fait que nos organes sont des machines si les organes ont des organes qui ont des organes? Comment tu veux expliquer les mécanismes s'il faut des cerveaux pour coordonner le fonctionnement d'un cerveau? Réponse, tu peux pas. Tu peux pas fournir une vraie explication intéressante au fonctionnement du corps si les molécules impliquées font exprès de faire ce qu'elles font. Tu te retrouves uniquement avec des salles de contrôle partout dans l'organisme avec des vieux messieurs dans le cerveau des petites filles pour coordonner le fonctionnement des neurones et qui ne sont même pas la représentation de quoi que ce soit d'existant. Et tu ne peux pas non plus expliquer aux enfants ce qui sont des cellules et ce qui sont des molécules si tout a la même taille et le même style de design. Oh d'accord, Maestro joue vaguement le rôle de P53. Et ça c'est seulement si on a vraiment envie de trouver une identité physique au chef de cellule qu'il est censé être. Écoute, c'est une métaphore, un symbole. Je sais bien, c'est juste que j'en vois pas l'intérêt. Cette métaphore permet peut-être de donner 2-3 informations sur qu'est-ce qui se passe et où, mais ces informations sont impossibles à distinguer de l'enrobage et ne paraissent pertinentes que si on a déjà pris le parti de s'intéresser à la question, auquel cas C'est pas sorcier fait un bien meilleur boulot pour expliquer les choses. Bien entendu qu'on va pas commencer le premier épisode d'une série pour jeunes enfants par un cours de physique statistique pour expliquer que les réactions chimiques sont le résultat global d'un biais dans la conséquence des collisions aléatoires. Non, non, ça va de soi. Mais il y a un juste milieu à trouver, et il est impossible à trouver si on tient à ce point à faire de Pierre et compagnie les protagonistes du fonctionnement du corps. A l'inverse, Il était une fois les découvreurs fait un excellent travail pour donner le goût aux sciences développées ou créées par les découvreurs en question. Mais ça, on y reviendra plus tard. Bon. Mais toute considération pédagogique et scientifique mise à part, beaucoup de ces épisodes sont bons sur le plan strictement narratif. Contrairement à Il était une fois l'homme où l'aspect informatif supplantait l'aspect distrayant, on nous raconte souvent de belles histoires et on nous les raconte mieux qu'on ne nous racontait les mésaventures de Pierre et le Gros au Moyen-Âge. L'épisode sur la peau est épique. On frémit au moment de l'invasion des bactéries. On pleure en même temps que la salière sur les corps meurtris des globules blancs. Que ce soit des globules blancs ou des molécules de sel, c'est accessoire, c'est un film d'action avec des batailles, que demande le peuple? Bon, le fait que les musiques soient celles d'Il était une fois l'espace est pas mal aussi.
Ouais, pour la musique, ok, mais pour le générique... La vie, 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 la vie. Et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Laissons là nos soucis, que la joie souveraine emporte les flots de notre sang dans un rythme étourdissant. Comment tu peux aimer ça? Faut avoir grandi avec, tu peux pas comprendre. Et puis c'est le seul générique que je connaisse où on voit des couples en train de baiser. Allez, t'en fais pas, on en a fini avec les séries de mon enfance et on passe aux séries de la tienne. Ouais, enfin. Il était une fois les Amériques, c'est l'histoire que je vais vous conter. C'est difficile de faire pire que celui d'Il était une fois la vie, mais il y a quand même une sacrée concurrence. Les Amériques, t'es quand même un peu jeune pour avoir connu ça enfant. C'est sorti en 91 quand tu étais un gros poupon mignon et rose. Mais c'est tout de même bien une série des années 90 qui voit apparaître un changement d'état d'esprit. Déjà, comme on a dit, l'histoire est narrée par Maestro aux enfants de la bande à Pierre, ce qui apporte une meilleure structure. Et la qualité graphique s'est améliorée. Tiens, juste pour le plaisir, voici à quoi ressemble un cheval dans Il était une fois l'homme, et en voilà un dans Il était une fois les Amériques. On reprend les mêmes et on recommence. Cette fois, la bande à Pierre va vivre toute l'histoire du Nouveau Monde, depuis l'arrivée des premiers hommes par le détroit de Bering jusqu'à... le 20e siècle, mais évacué dans les 5 dernières minutes du dernier épisode, façon « Oh, c'est chiant, c'est de l'histoire moderne, on s'en fout ». Bah, on s'en foutait pas dans Il était une fois l'homme. On allait jusqu'à l'extermination de l'humanité par les bicônes. En même temps, on est un peu en droit de se demander pourquoi Albert Barrier s'est dit que les petits Français avaient besoin de connaître l'histoire d'Amérique. C'est pas franchement au programme. En regardant la manière dont les épisodes sont construits, j'ai le sentiment qu'il voulait dénoncer le massacre des Amérindiens. Mais dans ce cas, la conclusion de la série est vraiment bizarre. À l'orée du XXe siècle, dans la marche en avant d'une communauté planétaire où le chacun pour soi n'aura plus de sens, ce très grand pays se devra d'être encore un phare de la fraternité. Ce qui est bizarre aussi, c'est de préciser que ces Amérindiens se massacraient déjà joyeusement entre eux, et en présentant ça comme quelque chose de positif. Et les autres tribus qu'ils vont rencontrer, comme ces Dorset de l'Est, ils vont disparaître, ainsi que leur civilisation plus élémentaire, absorbée par nos ingénieux, nos courageux conquérants. Genre, puisqu'ils sont pas blancs, ils ont le droit de génocider les autres ethnies, ça prouve qu'ils sont courageux. Non, je vous jure les enfants, le génocide c'est mal, même quand le peuple que vous génocidez a la même couleur de peau que vous. Toute considération éthique mise à part, les Amériques a toutes les qualités d'Il était une fois l'homme et moins de défauts. Même si ça reste un enchaînement rapide d'événements pas facile à suivre, c'est quand même plus facile d'accès pour les néophytes. Tant mieux parce que, comme on l'a dit, l'histoire des Amériques c'est pas au programme scolaire des petits Français. Oui mais du coup c'est un peu frustrant parce que, comme il faut faire un portrait rapide et efficace de toutes les civilisations qui se succèdent sur le continent, on nous donne plein d'informations mais sans les expliquer ni les détailler. Il faut réussir à faire le tri et surtout il ne faut pas être inattentif une seconde, sinon on perd complètement le fil. Le comble ça doit être le moment des conquistadors. Un enchaînement rapide de noms en espagnol et de noms en aztèque, et le temps de comprendre qui est qui par rapport à qui, ils sont déjà tous morts. Pour les événements historiques, c'est sûr, c'est un peu rapide. Mais à côté, les civilisations amérindiennes sont vraiment très bien décrites. Et on a une idée très nette de ce à quoi pouvait bien ressembler leur vie. On se cantonne pas au cliché des cavaliers à plumes qui parlaient à l'esprit de la pluie et faisaient de la magie. On nous montre toutes ces civilisations dans leur diversité. Et le dessin étant précis au point de changer la morphologie de la bande à Pierre en fonction de l'ethnie à laquelle ils appartiennent, ça permet de réaliser davantage que non, tous les Indiens d'Amérique ne sont pas pareils. Le fait que les histoires soient racontées par Maestro permet l'introduction de gags de 4e mur. Parfois c'est drôle. Ah, c'est drôle, vous me rappelez quelqu'un, mais qui? Alors ça, je pourrais pas le dire. Parfois c'est un peu bizarre. Oh, mais je me trompe, excusez-moi. Ah voilà, mon général. Donc, avec Il était une fois les Amériques, on assiste à une amélioration générale du concept, mais le vrai perfectionnement aura lieu en 94 au moment de Il était une fois les découvreurs. Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète. Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes. Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré. La lune qui gravite et la pomme qui tombe des confits. Oui bon, il y a quand même des choses qui ne changent jamais. Mauvais esprit. Les découvreurs, c'est objectivement la meilleure de toutes les séries Il était une fois. On n'a quasiment plus rien à déplorer de ce qu'on déplorait dans les autres séries. La majorité des épisodes sont la biographie d'un inventeur. Ceux qui ne le sont pas sont le portrait d'une civilisation d'inventeurs ou la genèse d'une invention. En tout cas, il y a toujours un sujet très précis, ce qui évite de se disperser en informations parasites et vise aisément l'essentiel.
On nous livre des éléments biographiques, un contexte historique, un besoin à combler par une invention, et les mécanismes de sa découverte. C'est clair, c'est net, c'est efficace, on a même le temps de glisser quelques gags. Ma locomotive est la meilleure du monde. La mienne est la meilleure du pays. Le nabo et le teigneux qui essayent d'imiter les inventions de Pierrot et Maestro et ratent, c'était déjà dans Il était une fois l'homme. Je pense plutôt au problème qu'ils ont avec les petits pois de Mendel. Écoute, frère Grégor, on en a assez des petits pois, on veut des patates. D'ailleurs, l'épisode de Mendel est génial. Il explique la génétique mieux que ça n'a été fait dans les 26 épisodes d'Il était une fois la vie. Et la danse des cosses de petits pois est juste magnifique. Tout mignon. Je t'ai déjà parlé de combien tes notions de mignonitude m'inquiètent? À côté, il y a des choses qu'on ne peut apprécier que si on a suivi toutes les autres séries. Par exemple, c'est assez jouissif à l'épisode d'Einstein de découvrir une nouvelle version de À quoi ressemble Maestro sans barbe. Avec les découvreurs, Albert Barillet se consacre entièrement à ce qu'il sait faire de mieux, nous faire découvrir une situation au travers de scènes de vie quotidiennes amusantes, émouvantes et captivantes. Il se trouve que ces scènes de vie tournent autour d'une avancée scientifique et technologique. En conséquence, l'enfant sort de l'épisode avec un nouvel intérêt pour les sciences. Ou pas, mais il y a des cas désespérés. Tout ça pour arriver à Il était une fois les explorateurs en 1997. Les explorateurs sur les océans, allaient vaillamment ces navigateurs. Par des cœurs en fait, braver les tempêtes, leurs petites coquilles de noix ne faisaient vraiment pas le poids. Et sur les flots déchaînés, leur témérité fut bien démontrée. De toutes les séries Il était une fois, celle-là est sans doute la moins ambitieuse et du coup paradoxalement la plus distrayante. Bah, c'est sans doute celle qui a le moins d'aspect pédagogique parmi les séries éducatives. On ignore les anecdotes de voyage de différents Pierrots à différentes époques. Tu veux dire différents Pierres? Bah non. C'est un truc assez curieux qui a un peu démarré avec les Amériques et s'est affirmé dans Les Découvreurs. Le héros a de plus en plus souvent les traits de Pierrot adulte et de moins en moins ceux de Pierre. Attends, tu veux dire que tu arrives à distinguer Pierrot adulte de Pierre? Bien sûr, tu croyais vraiment que son aïeul avait la même gueule que lui. Et puis c'est une question de survie, sinon on se met à croire que dans le générique d'Il était une fois la vie, le même gars baise avec deux filles différentes. C'est le même à ton avis? Je ne crois pas non plus. Et puis c'est quand même flagrant, les sourcils, les cheveux... Quoi qu'il en soit, c'est pas tout à fait vrai que ça n'a pas d'aspect pédagogique. Ça éveille la curiosité des enfants pour la géographie, à l'instar des découvreurs qui éveillaient la curiosité des enfants pour les sciences. Mais sans pour autant donner trop d'explications rébarbatives sur celle-ci. Mais comme tu l'as dit, les épisodes sont surtout une succession d'anecdotes de voyage, et on l'a vu avec Jules Verne, les anecdotes de voyage, en général, ça fait une bonne histoire. Oui, enfin pas toujours, certains épisodes sont chiants, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, ils sont construits de la même manière que les autres. Les personnages. Un voyage n'a pas d'autre but que lui-même, alors pour qu'on s'y intéresse, tout va tenir au personnage. Et il n'a jamais été aussi important de les camper correctement, ni de rendre touchante l'amitié entre Pierre et le Gros. C'est pas Pierre, c'est Pierrot. Entre Pierrot et le Gros. Si les personnages sont inintéressants, ou foncièrement antipathiques, le récit de leur voyage ne nous intéressera pas. C'est à vous de reculer. Allez, reculez, quoi! Mais enfin, c'est impossible. Nous avons plus de 200 chameaux. Vous avez seulement quelques mules. Évidemment, il n'a pas tort, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre la face. Ce serait un déshonneur que de céder aux exigences de ces Mongols. Nos hommes ne nous le pardonneraient pas. Dans ce cas, reculez! Il faut vraiment que ce soit des gens suffisamment intéressants et sympathiques pour qu'on ait envie de voir leurs photos de vacances. Et du coup, effectivement, c'est sans doute la série qui fait le moins dans l'éducatif et le plus dans le narratif. Mais d'un point de vue technique, c'est pas franchement ça. Pas que les dessins soient devenus moches, mais les coloristes ont un peu fumé la moquette. Entre les personnages de blague qui deviennent blancs le temps d'une image, les vêtements qui changent de couleur d'un plan à l'autre, et Psy qui change de couleur de peau à chaque épisode... Sans compter les problèmes d'animation. Il y en avait déjà parfois dans les autres séries, mais ça n'a jamais été aussi flagrant. Mais peu importe. Cette série est celle qui parle à l'imaginaire et raconte des histoires. C'est pourquoi, même si j'admets que Il était une fois l'homme est la série la plus riche, et Il était une fois les découvreurs la série la mieux faite, c'est cette série-là que j'ai pris le plus de plaisir à voir. Et j'en aurais bien repris un peu. On aurait pu faire Il était une fois les artistes, ou Il était une fois les écrivains. Ça aurait été gai, tiens. On aurait vu Pierrot Baudelaire se shooter à l'opium et Nabo Lautrec peindre des prostituées. Oui, bon, en tout cas, c'est pas ça qui s'est fait. Ce qui s'est fait, ça s'est pas fait avant 2008, et ça a été ça. Voyez notre sœur, notre mère, la plus belle de toute notre terre. Non, même dans Jacques Demy, ça le ferait pas. Il était une fois notre terre. Avec ce sachet, vous purifiez 20 litres d'eau pour $1 à peine. Et où voulez-vous que je le prenne? Il y a une nouvelle technique pour purifier l'eau par les rayons ultraviolets.
$300 pour 1000 personnes. Intéressant, mais c'est encore trop cher pour nous. Bon sang, par quoi commencer? Pourquoi de la 3D? Oui, pourquoi de la 3D? La 3D c'est moche, c'est froid, c'est artificiel, ça a pas ce côté ludique et réconfortant qui donne envie d'être vu. En plus, comme c'est plus facile à faire, c'est souvent l'apanage des séries les plus je m'en foutistes. Il y a de bonnes 3D, mais celle-là n'en fait pas partie. Regardez-moi ce globe terrestre avec des yeux et une bouche tout droit sorti de mes pires cauchemars et qui a en plus eu le culot de remplacer le dateur rectangulaire de toutes les autres séries. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais le dateur était un personnage. Le gileton est immuable. Mais non. Tout dépend du point de vue de l'observateur. Je me fiche pas du point de vue de l'observateur. Je compte les secondes, les minutes, les années, les siècles. Il parlait, il engueulait Maestro quand celui-ci voulait faire un anachronisme. Il réagissait, il pleurait, il se cosplayait. Fallait pas le remplacer. Quant aux personnages en 2D, on a modernisé leur design. C'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas pareil que les autres séries Il était une fois, qui avaient pourtant toute une certaine cohérence esthétique. Et puis c'est banal, des dessins animés comme ça, il y en a 3000. Ne plus ressembler à l'œuvre d'origine si c'est pour ressembler à n'importe quoi d'autre, c'est un peu débile. Mais soyons sérieux. La 3D, le dateur, la banalisation du design, c'est rien, vraiment rien, c'est les moindres des reproches qu'on peut faire à cette série. Non, le principal reproche qu'on peut lui faire, c'est... Vous voyez, il y a quelques années, j'ai été voir le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Oui, celui avec la plateforme qui monte. En regardant Une vérité qui dérange, j'étais effarée par à quel point les explications étaient basiques. Des informations que tout le monde devrait déjà savoir, et qu'il n'était pas normal que les Américains en soient au stade où on doive le leur expliquer. Mais Une vérité qui dérange avait l'avantage de ne pas traiter les gens de salauds, juste de cons, d'avoir une structure, d'expliquer les trucs qu'elle disait, et de traiter les sujets un par un au lieu de passer du coq à l'âne sans cesse. Essayons de rester factuels. Outre le changement graphique, Il était une fois notre Terre rompt avec le concept Il était une fois. La série, ce n'est plus les histoires que Maestro raconte aux enfants de la bande à Pierre, c'est les aventures de ses enfants dans leur lutte pour le développement durable. Si on passe outre le changement, c'est pas un mauvais concept. On pouvait en faire quelque chose. Et puis, il faut avouer, ça a quelque chose de frustrant de voir ces enfants du monde réel à tous les épisodes et que la série soit pas sur eux. Ça aurait pu avoir quelque chose de plaisant pour le spectateur habitué de les voir devenus adolescents, vivant leurs propres aventures, inspirées par les histoires racontées par Maestro dans les séries précédentes. Et non, ça n'a rien de plaisant, c'est même insupportable à regarder, sauf pour lui là. Déjà parce que ces enfants sont... comment dire ça poliment? Des connards? Puis-je vous demander pourquoi vous êtes seul dans votre voiture? En fait, il faudrait pouvoir laisser votre voiture, qui utilise beaucoup d'énergie et pollue, à une gare ou à une station d'autobus. Même à vélo, vous iriez plus vite. Alors prenez une petite voiture. Faites du covoiturage avec quelqu'un de votre entreprise. Disons qu'ils sont pas sans rappeler Princesse Sissi. Ils ont appris par cœur des règles de bonne conduite sans les avoir bien comprises et ils se conduisent comme des ordures envers les gens qu'ils veulent aider, parce qu'ils ne réfléchissent pas à la réalité des choses pour lesquelles ils se battent. Ils agressent les aimables agriculteurs industriels qui ont accepté de leur faire visiter leurs locaux, ils traitent avec mépris les habitants du tiers-monde qui n'ont pas les moyens de purifier leur eau. Oui, c'est facile quand on est accompagné d'un sorcier capable de faire sortir de nulle part des sachets purificateurs, mais vous savez, dans la vraie vie, ça coûte de l'argent ces machins. Et les initiatives qui sont mises en place, vous croyez qu'ils en reconnaîtraient la valeur? Même pas. Même les personnages du dessin animé leur font remarquer combien c'est abusif. Il vous faut bien comprendre que vos solutions occidentales ne sont pas pour ici. Nous sommes trop pauvres, trop nombreux, et vous avez seulement voulu voir ce côté. Évidemment, le fait que les personnages qu'on connaît aient été rejoints par tout un tas d'autres qu'on ne prend même pas la peine de nous présenter et dont on dit à peine le nom n'arrange rien. Ils doivent être nombreux parce qu'ils sont censés être les membres d'un club écolo international. Ils ont d'ailleurs le super pouvoir de faire se téléporter tous les membres du club derrière eux dès qu'ils disent son nom. Pourri le nom, m'obligez pas à répéter. Nous sommes les héritiers de la planète. Et si encore on apprenait quelque chose, mais non! La partie éducative est juste imbitable, un tas d'informations trop spécifiques pour le spectateur lambda, dites dans le désordre, de manière totalement incompréhensible, jamais d'explication sur les rapports de cause à effet entre les sujets qu'on enchaîne, pire encore, on ne nous donne jamais de solution! Que peut-on faire, Maestro? On ne sait vraiment pas. Quand vous serez de retour, les enfants, on en reparlera et on trouvera. On nous explique que les gamins du Brésil sont obligés de travailler au lieu d'aller à l'école parce que leur famille a besoin de manger. Et on nous donne pas de solution, on nous dit juste « faut qu'il aille à l'école ». On nous le montre en train de baver d'envie devant la classe, alors qu'on vient de nous expliquer que c'est vraiment pas possible, c'est vraiment pas parce qu'il veut pas qu'il y va pas. On a faim. Eh bien, il faut manger.
Bon, c'est pas grave. Oui, mais on n'y arrive pas. Voilà. Eh bien, il faut te forcer. Le reste du temps, il le passe à dire « Il faut faire quelque chose, vous avez une idée ?» Et ils ne répondent jamais. Que pouvons-nous faire? Surtout, fait très énervant, quand un personnage annonce qu'il va parler de quelque chose, il se sent obligé de préciser d'abord autre chose, la précision en amène une autre, puis une autre, puis une autre, et de fil en aiguille, souvent, il oublie de parler de ce qu'il avait annoncé à la base comme étant le sujet de son exposé. D'ailleurs, les titres des épisodes sont souvent mensongers. Ah, les titres des épisodes. Parlons-en des titres des épisodes. Les épisodes ne sont plus des épisodes de 20 minutes. Ce sont des épisodes de 10 minutes qui marchent par couple. Du coup, au milieu de l'exposé, on voit apparaître un nouveau titre qui nous informe de ce dont est censé parler la deuxième partie. Et là, on réalise que le sujet annoncé pour la première partie n'a pas été traité. Au lieu de ça, Maestro passe son temps à nous expliquer à quel point les gouvernements sont méchants. Mes frères sont méchants. Oui, ce jeune apprend me remplissent de colère et de stress. Non, plutôt comme ça. Oh, je hais le gouvernement. C'est fou ce que je le hais. Il m'a taxé mon poisson rouge et coupé ma télé. Tout ça fait que la série échoue. Elle échoue en tant qu'histoire parce que les enjeux sont détruits par le fait que les héros ont avec eux un magicien qui pourrait tout résoudre grâce à sa machine à voyager dans le temps, téléporter et créer des objets à partir du néant. Elle échoue en tant que vecteur d'information parce qu'elle est bordélique, elle digresse, elle reste en surface des choses, elle n'explique pas, ou alors mal. Elle échoue en tant qu'outil de propagande parce qu'elle traite ses spectateurs de salauds, ce qui est pas une bonne méthode pour disposer les gens à écouter ce que tu as à dire. Soyons honnêtes, c'est quand même moins offensant que Flipper et l'Opaka, où tout est fait pour qu'on comprenne que la science, même avec des bonnes intentions, c'est le mal et que ça aboutira à une catastrophe qu'on le veuille ou non. Oui, mais c'est quand même bien naïf. Vous savez, les enfants, en Chine, ce qu'il faut changer en premier, c'est le gouvernement. Ensuite, on pourra espérer le convaincre de s'occuper de la pollution. Sauf que c'est pas Il était une fois la démocratie. Surtout, on peut m'expliquer en quoi c'est drôle, ces plantes mutantes carnivores qui essayent de tuer Grumeau constamment? Ah oui, parce qu'il s'appelle Grumeau maintenant. Sans doute pour éviter d'offenser un certain président. Non, non, le gros s'appelle maintenant Jumbo. Mais le teigneux s'appelle toujours le teigneux. Ce qui a été supprimé, c'est les noms se moquant d'un caractère physique. Les défauts moraux, c'est plus grave, donc il est plus normal de s'en moquer. Puisqu'on parle de ce qui est politiquement incorrect, le doubleur du Black essaye de faire un accent black sans bien savoir comment c'est, du coup il change de diction à toutes les répliques. Et est-ce que vous croyez vraiment que tout cela va résoudre le problème de l'eau, Maestro? Peut-on rayer d'un trait ce qui a été une parcelle de notre terre? Faut-il aller jusque-là? À ce stade, il aurait mieux fait de parler sans prendre d'accent. Sinon, fait marrant, certains figurants ont vraiment l'air tout droit sortis des versions dessins animés des 2 minutes du peuple. Si vous vous obstinez, on va mettre le feu à la forêt et vous serez tous brûlés vifs. C'est la série qui se Godfrey-Aude. Voilà, tout ça est vraiment triste. C'est la dernière série sur laquelle est travaillé Albert Barrier avant sa mort. C'est le message dépité d'un homme qui ne croit plus en l'humanité. C'est pour ça qu'il faut pas le retenir. Il faut retenir les autres œuvres qu'il nous a laissées. Une série sur l'histoire où on nous apprend que dans chaque civilisation il y a un Pierre et un Gros. Une série sur la science-fiction où on nous apprend que le progrès mènera l'homme au bonheur. Une série sur la biologie où on nous apprend qu'on peut prendre soin de soi-même. Une série sur l'Amérique où on nous apprend la diversité culturelle. Une série sur les découvreurs où on nous apprend l'intérêt de la science. Une série sur les explorateurs où on nous apprend la richesse de notre monde. Ce sont ces messages-là qu'il faut retenir. Ce sont ces messages-là qui méritent qu'on s'en souvienne. Ah, les Chinois, bien sûr, toujours les Chinois. Il me semble qu'un divin parfum de gâteau au fromage embaume la maison. Pourquoi ne pas en offrir à nos hôtes? Mais non, tu ne vas pas mourir, Clémentine. Viens te rejoindre dans mon antre de feu. Je te torturerai avec amour et ça me donnera des idées pour répandre le mal sur la terre. Oh, courageuse souris montagnarde. Obélix, où vas-tu? Puisqu'à cause d'elle, le chef de la police lui-même n'est plus qu'une vulgaire potiche à peine décorative, eh bien qu'elle se débrouille toute seule pour faire régner l'ordre et la loi dans notre ville. Une petite bombe ici chez les carrés, il faut qu'il n'y ait pas de jaloux. Une petite bombe chez les ronds. Et soyons prudents, chérie. Nous ne savons rien de la tribu d'où est issu cet homme. L'homme macareux mazouté. Au boulot et plus vite que ça. Il fallait que vous soyez l'apprécier. Yanko l'amélioré la sauce aux noix qui était ma spécialité.
Mais si vous m'aidez à l'attraper, je vais forcément devoir le partager avec vous. C'est la triste vérité. Ils me rendent complètement zinzin dans ma tête. Ils ne sont toujours pas démaboulisés. Nous avons reçu un appel du lieutenant Legros, mal localisé. Nous ne savons où elle est. Bonjour, je m'appelle Benjamin. 6-7. Merci, madame, je t'aime, au revoir. Sers-toi de Cartman comme appât, peut-être que ça fera venir les martiens. Pas shoot dans le bébé. Si, shoot dans le bébé. Même ce grain de sable n'est pas ce qu'il y a de plus petit, car on peut le casser. En fait, ce qu'il y a de plus petit, c'est un atome. J'ai comme l'impression qu'il est dans la voiture demi. Répondez clairement pour une fois. Comment sort-on de ce monde? Mais c'est impressionnant. Je n'avais jamais connu un pays comme le tien, Zelda. Dis-moi, Tommy, où as-tu trouvé cette épée?